Alors, globalement, le rôle du tronc chez un enfant atteint de paralysie cérébrale, il est censé être le même que chez un enfant sain. Maintenant, nous, l'étude, justement, on s'intéresse justement aux troubles du tronc qui vont se manifester effectivement par des asymétries. Ce qu'on va constater beaucoup pendant la locomotion chez ces enfants-là, ça va être des amplitudes, si vous voulez, de déplacement du tronc qui sont beaucoup plus importantes, ce qui indique que le tronc en fait, est moins bien contrôlé chez ces enfants que chez les enfants sains. Donc forcément, le tronc il va moins pouvoir remplir son rôle et de segment de référence, mais également son rôle d'atténuer par exemple les oscillations de la tête, donc pour avoir un segment tête bien stabilisé dans l'espace pour bien organiser sa motricité et sa locomotion. Du coup, en fait, moi, je me suis toujours intéressé, enfin, ce qui m'a vraiment passionné, c'était les interactions posture-mouvement, justement, comment l'être humain va organiser sa motricité autour de la posture, autour du mouvement et autour des informations sensorielles qui vont permettre l'organisation de cette motricité. Et il se trouvait que mon directeur de thèse, Christian Bayard, et mon co-directeur, Sébastien Caudron, en fait, travaillaient sur la paralysie cérébrale et notamment ces interactions posture-mouvement. Donc l'origine du projet, en fait, c'est leurs travaux. Donc si on reprend rapidement un petit peu la logique justement de l'étude, c'était de dire en fait dans la paralysie cérébrale, donc on a les enfants qui vont marcher en posant le pied à plat, donc ce qu'on appelle la pose du pied en équin. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment tout le temps dans la paralysie cérébrale et pendant très longtemps ça a été attribué uniquement à ce qu'on appelle la spasticité, donc en fait à la raideur musculaire, enfin pour être plus précis, en fait, à une exagération des réflexes ostéotendineux. Donc il faut imaginer qu'au niveau des gastrocnémiens du solaire, donc au niveau du mollet, il y aurait une activité exagérée. Et ce qui inhiberait en fait cette activité dans le mollet, cette activité exagérée, elle empêcherait la contraction du tibial antérieur, donc le muscle qui est devant, et donc qui a pour rôle en fait de relever le pied. Vis-à-vis de ça, donc on voit bien au niveau de la prise en charge thérapeutique, on est beaucoup sur de l'étirement en passif du patient pour essayer d'assouplir les muscles, parfois de l'injection de toxines pour complètement détendre le muscle. Sauf que dans la littérature, en fait, récemment, il y a eu des études qui remettaient un petit peu en cause le rôle de la spasticité pour la pose du pied en équin. Il y a une étude, donc je m'excuse pour la prononciation, de Willerslev et Olsen, où en fait ils ont montré que chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, si vous voulez, il y avait donc la spasticité, donc c'est un réflexe ostéotendineux donc qui est provoqué par des afférences sensorielles. Ils ont montré en fait que les afférences sensorielles chez ces enfants-là, au niveau du mollet, elles provoquaient moins d'activité réflexe en fait que chez les enfants sains. Donc ça remettait un petit peu en cause en se disant tiens c'est bizarre parce que comme les afférences sensorielles en fait elles provoquent pas plus d'activité réflexe, est-ce qu'on a vraiment une activité réflexe qui empêche l'activation du tibial antérieur et qui entre guillemets, encore une fois je simplifie, mais qui force un petit peu cette pose du pied à plat. Et ils ont aussi noté que chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, il n'y avait pas une activité au moment de poser le pied, il n'y avait pas une activité exagérée du muscle qu'on appelle le solaire et donc qui va être un fléchisseur plantaire, donc qui va provoquer la pose du pied à plat. En fait, ils ont remarqué que chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, l'activité n'était pas plus importante que chez les enfants sains au moment de poser le pied. Donc là, ça remettait encore une fois complètement, ça remettait un peu en cause la spasticité comme facteur d'explication de la pose du pied à plat. Et une autre étude qui a été réalisée ici au laboratoire d'analyse du mouvement à l'IRR, réalisée par le professeur Bayard et puis Sébastien Caudron. L'idée c'était de faire marcher les enfants atteints de paralysie cérébrale avec des chaussures qu'on appelle des chaussures à cambrure inversée. Mais en gros c'est des chaussures où vous avez l'avant du pied qui est beaucoup plus épais que le talon. Donc en fait, c'est des chaussures, naturellement, si vous les portez, quand vous posez le pied, vous allez avoir justement le pied qui va se relever pour pouvoir poser le pied. Donc l'idée, c'est que si la spasticité, ça a empêché effectivement un enfant atteint de paralysie cérébrale de relever le pied. Avec des chaussures comme ça, il ne pourrait pas marcher, puisque l'avant est plus épais que le talon. En fait, s'il ne pouvait pas du tout relever le pied, il marcherait sur la pointe du pied et il tomberait. Sauf que, parce que bon, c'était quand même pensé avant, ce qui se passe en fait, c'est que dès les premiers cycles de marche, il n'y a pas un temps d'adaptation. L'idée c'était les enfants, on les met sur un tabouret, on les chausse et on leur demande de marcher.
tout de suite, les enfants, quand ils marchent, ils posent le pied à plat, enfin la chaussure à plat. Si on veut poser la chaussure à plat, il faut bien effectuer ce mouvement de relever le pied. Et donc, ils arrivaient à le faire dès les premiers cycles de marche. C'était ça qui était relativement intéressant. En fait, ils sont capables d'adapter leur pattern de marche à à ces conditions-là. Et en plus de ça, ce qui était vraiment intéressant, c'est que le fait d'avoir le pied qui s'est relevé pour pouvoir poser la chaussure à plat, c'était pas dû qu'à l'architecture de la chaussure. Par exemple, il commence à poser le pied, puis forcément, ça fait un étirement comme il met son poids dessus. Non, le tibial antérieur, donc on a mesuré son activité, donc le muscle qui relève le pied, on voit bien qu'il s'active avant que la chaussure soit posée. Donc conclusion, l'enfant, il était tout à fait capable de contracter son tibial antérieur pour pouvoir relever le pied et poser la chaussure à plat. Donc là, encore une fois, ça remettait en question l'hypothèse de la spasticité qui empêche en fait de relever le pied, donc ce qu'on appelle une dorsiflexion. Et derrière ça, donc on s'est intéressé au fait que la chaussure soit posée à plat, comme quand l'enfant est pieds nus en fait. Et on s'est dit, tiens, en fait, c'est peut-être la pose du pied à plat qui est un indicateur intéressant. Et on s'est demandé, qu'est-ce que cette pose du pied à plat, en fait, elle entraînait? Et cette pose du pied à plat, ça a été montré dans d'autres études et c'est sur ça qu'on travaille vraiment du coup. Le fait de poser le pied à plat, si vous voulez, ça provoque un freinage en fait de l'avancée de votre corps et notamment un freinage au niveau du tronc. Parce qu'en fait, les muscles du mollet, leur rôle, ça va être de freiner, de soutenir et de propulser le tronc pendant la marche à différents instants de la marche. Et donc là, ce freinage, en fait, il a pour effet de freiner l'avancée du tronc. Et du coup, on en arrive à l'hypothèse de l'étude, en fait, qui était de dire que la pose du pied à plat, en fait, elle aurait une fonction chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, et cette fonction, ça serait le freinage. Donc freiner l'avancée du tronc en début de phase d'appui. Et pourquoi ce freinage, en fait, ça c'est un peu la deuxième hypothèse, c'est que chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, on aurait un déficit du contrôle postural des segments axiaux, notamment du tronc, qui provoquerait des adaptations du pattern de marche qui se manifestent par un freinage en début d'appui. Et pourquoi? Parce que le tronc, c'est quand même 60% de votre masse corporelle. Donc si le tronc est mal contrôlé pendant la marche, le risque, c'est d'avoir une chute. Donc ces enfants-là, comme ils contrôlent mal leur tronc, ils ont développé un pattern de marche qui leur permettait un petit peu mieux de contrôler le tronc, notamment avec ce freinage en début d'appui. Donc voilà un petit peu l'origine de l'étude. Alors du coup, justement, un mauvais contrôle du tronc, ce que ça peut entraîner justement, c'est une diminution de son efficacité dans le rôle de stabilisation de la tête. Et du coup, on va pouvoir avoir également une tête qui va plus dévier pendant la marche, donc ce qui n'est pas une bonne chose en termes d'intégration sensorielle. Donc le but quand même, c'est d'avoir une bonne fixation visuelle quand on marche, pour regarder où on marche. Et du coup, il peut y avoir un rôle aussi justement de ces déviations de la tête au cours de la marche. Enfin, ça peut contribuer, si vous voulez, à un mauvais pattern de marche. Alors, du coup, on est sur des enfants qui sont âgés de 6 à 12 ans, qui vont être marchands autonomes. Donc, dans l'échelle de classification, la Gross Motor Function Classification System, on est sur des enfants qui sont 1 et 2. Donc, ça veut dire qu'ils sont marchands autonomes. Éventuellement, pour ceux qui sont au niveau 2 dans l'échelle, ça veut dire qu'ils ont du mal à marcher au milieu d'une foule ou sur un terrain un petit peu chaotique où ils ont besoin de la rampe par exemple pour monter les escaliers. Mais c'est des enfants qui marchent de manière autonome. Et on est sur des enfants aussi qui ne sont pas trop rétractés en fait encore au niveau des mollets. C'est-à-dire qu'en ayant le genou tendu, on est sur des enfants qui ont quand même 10 degrés de dorsiflexion. Parce que la logique de l'étude, on est sur des enfants où l'équin il n'est pas fixe en fait, on est encore sur un équin dynamique qui n'est pas dû uniquement à la rétraction, mais qui va être dû justement à une stratégie qui va être mise en place. Ensuite, des enfants, donc l'âge bas de 6 ans, c'est par rapport à la compréhension en fait pour l'enfant des consignes qu'on va lui donner et au laboratoire et pendant la rééducation, pour son niveau de coopération aussi. Donc ça nous arrive de prendre des enfants qui sont moins âgés, parce qu'ils sont bien coopérants, parce qu'ils ont une bonne compréhension. Par contre, la limite haute de 12 ans, en fait, c'est pour éviter, comme on est sur une étude, je vais un petit peu décrire après, mais qui dure 6 mois, on ne veut pas qu'il y ait l'influence justement de la croissance pubertaire sur les résultats de l'étude. Notamment, à la puberté, on grandit très rapidement. Les enfants, ce qu'on va retrouver souvent, c'est donc les os qui vont grandir fortement, mais des fois, les muscles ne vont pas suivre, donc on va avoir des muscles qui vont encore un petit peu se rétracter. Donc on a une dégradation qui est due à la puberté. Et du coup, on veut cet aspect-là, on ne veut pas que ça intervienne dans nos résultats.
Donc une fois qu'on a recruté nos enfants, en fait, l'étude, elle se découpe en 2 phases de 3 mois, encadrées par 3 sessions d'évaluation qu'on réalise donc au laboratoire d'analyse du mouvement. Donc la première session d'évaluation, on va faire une évaluation du contrôle postural justement du tronc sur un dispositif d'assise instable qu'on a développé ici. En fait, c'est un prototype qu'on a repris d'une autre étude d'une équipe canadienne, en fait, l'équipe de Larivière et son équipe. Hein, pour ceux que ça intéressera, ils pourront aller voir. Donc le principe, en fait, vous êtes assis sur le siège, vous avez un repose-pied auquel on attache les pieds, on met des mousses et on demande au patient de croiser les bras sur la poitrine pour vraiment qu'il ne puisse pas en fait, se rééquilibrer en utilisant ses membres inférieurs ou ses membres supérieurs. Et en fait, le siège, il repose sur un pivot central et il est entouré en fait de 4 ressorts, 2 en antéro-postérieur et 2 en médio-latéral. Et donc, le siège, il va en fait pouvoir faire il va s'incliner en fait en antéroposte, en médio-latéral. Donc, il faut imaginer, c'est un peu comme les plateaux de Freeman. Hein, je pense que là, ça parle un peu plus. Donc, c'est comme si on venait s'asseoir sur un plateau de Freeman ou sur la coupole abdo-gain de Domios là pour faire les abdos. Donc voilà, on est déstabilisé. Et donc, les ressorts, en fait, à quoi ils servent? En fait, ça nous sert à moduler la difficulté. En fait, plus les ressorts sont éloignés du pivot central, plus c'est stable, et plus ils sont rapprochés du pivot central, moins on est stable dessus. Et en fait, l'outil-là, sa spécificité, entre guillemets, sa force, c'est qu'on peut justement le calibrer pour pouvoir calculer une distance de ressort par rapport au pivot qui va offrir le même niveau de difficulté en fonction de votre taille et de votre poids. Donc en gros, on a nos enfants qui viennent dans le laboratoire, donc chez qui on utilise cet outil, ils sont tous soumis à la même difficulté, que ce soit les enfants atteints de paralysie cérébrale que les enfants sains qui viennent aussi servir de sujet contrôle. Hein. Donc le but, on a vraiment un niveau de difficulté homogène pour tous nos patients, ce qui fait qu'on peut vraiment faire des comparaisons en fait, parce que si la difficulté n'était pas la même pour tout le monde, on ne pourrait pas faire de comparaison. Donc il y a cet aspect-là, on évalue le contrôle postural du tronc. Le but, c'est de montrer qu'effectivement, chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, par rapport à un enfant sain, il y a un déficit du contrôle du tronc. On fait également une analyse quantifiée de la marche. Donc en fait, on utilise un système optoélectronique 3D qui va nous permettre de faire une modélisation 3D de l'être humain en train de marcher. Donc on a et la cinématique, à savoir les amplitudes articulaires, les vitesses articulaires, la vitesse de déplacement à chaque instant d'un cycle de marche. On va coupler ça à de la cinétique, donc ça c'est pour avoir tout ce qui est force et moment de force dans les articulations et notamment le freinage qui nous intéresse aussi dans le cadre de cette étude pendant la marche. Et on couple également ça avec de l'électromyographie de surface, donc on mesure l'activité musculaire au cours d'un cycle de marche. Et donc là, on va faire un bilan de la marche du patient donc à son premier passage à l'IRR. Et donc on va, comme je vous le disais, utiliser le contrôle du tronc. On utilise également une échelle qui s'appelle le Trunk Control Measurement Scale. Donc ça, c'est une échelle fonctionnelle du contrôle du tronc qui a été développée et validée donc, par une équipe si je ne dis pas de bêtises, belge, Herman et son équipe. Donc cet outil-là, il est validé et reconnu. En fait, c'est une échelle où on va demander à l'enfant de se tenir droit, de se pencher en avant, en arrière, de faire différents mouvements. On regarde comment il les fait, est-ce qu'il peut les faire, est-ce qu'il va faire des compensations pour réaliser ces mouvements. On a un score et en gros, on a une idée globale de son contrôle du tronc et de sa capacité en fait, à solliciter son tronc sur diverses activités. Et tout ça, ça nous fait un premier bilan donc, pour la première session à l'IRR. Ensuite, il y a une période de 3 mois qui va se dérouler. Et là, les enfants, ils vont être répartis de manière aléatoire dans 2 groupes. Il y a un groupe qui va faire la rééducation axiale accentuée et un groupe qui va poursuivre sa rééducation habituelle. Je reviendrai un petit peu après sur la rééducation axiale accentuée. En gros, donc là, au bout des 3 mois, on va voir si les enfants qui ont fait la rééducation axiale accentuée, donc le protocole de rééducation qu'on propose, on va voir s'ils ont progressé et sur la marche et sur le contrôle du tronc. Et on essaye de faire le lien, bien sûr, entre les deux. Et pour le groupe qui a poursuivi sa rééducation habituelle, l'objectif, c'est de constater qu'il n'y a pas eu de progrès notable, ce qui veut dire que pour le groupe qui a fait la rééducation axiale accentuée, les progrès ils sont bien dus à cette rééducation et pas juste au fait qu'ils aient grandi de 3 mois. Et ensuite, après cette deuxième évaluation, on refait exactement les mêmes tests que la première fois, une nouvelle période de 3 mois. Cette fois-ci, ceux qui faisaient la rééducation axiale accentuée reprennent la rééducation habituelle et ceux qui faisaient l'habituelle, inversement, font la rééducation axiale accentuée. Donc il y a 2 objectifs. Pour ceux qui avaient fait la rééducation axiale accentuée, c'est voir si les bénéfices obtenus y perdurent dans le temps, ce qui nous permettrait de dire que ces 3 mois de rééducation axiale accentuée suffisent pour que les bénéfices perdurent.
Et pour l'autre groupe, en fait, c'est de voir si c'était bien reproductible, en fait, les bénéfices qu'on a eus. Donc voilà l'étude, comment elle est montée. Donc, globalement, voilà, on est sur une étude qui dure 6 mois. Donc voilà, la rééducation axiale accentuée, donc axiale comme son nom l'indique parce que centrée sur les segments axiaux, donc à savoir le tronc, la tête et également aussi le bassin est inclus dans cette rééducation. Et accentuée parce qu'on est sur une quantité relativement importante, en fait on est sur des séances de 30 à 45 minutes, 6 fois par semaine. Donc on est vraiment sur quelque chose, voilà. Donc en fait, il y a 1 à 2 fois selon en fait l'enfant, il faut voir combien de fois il voit son kinésithérapeute en cabinet par semaine. Donc admettons s'il voit le kinésithérapeute 2 fois en cabinet, il va faire 4 fois à la maison sous la surveillance des parents avec le kiné qui aura indiqué les exercices à faire. Voilà. Et donc cette rééducation, elle a 3 principes en fait, enfin 3 grands principes. Ça va être le premier de mettre l'enfant dans des mouvements inhabituels. Donc par exemple, ça va être tout ce qui va être dissociation des ceintures scapulaires et pelviennes et aussi des exercices qui vont favoriser la délordose lombaire. Deuxième principe, ça va être d'avoir des exercices avec l'intervention d'une tierce personne qui est vraiment réduite comparé à ce qui se fait classiquement où en fait l'enfant il est sur la table et puis on va l'étirer et au final il est très passif pendant ces exercices-là. Alors je sais que ce n'est pas le cas pour tous les enfants et avec tous les kinés. Le but, ça va être que l'enfant va challenger de lui-même son équilibre et on va limiter en même temps l'intervention d'une tierce personne. Par exemple, à partir d'une position quadrupédique, donc l'enfant est à 4 pattes, on va lui demander d'aller supprimer un appui, donc par exemple d'enlever une jambe ou d'enlever un bras pour aller saisir un objet ou autre. L'effet, en fait, ça va être de créer une perturbation à l'équilibre qu'il provoque lui-même et donc qu'il va contrôler lui-même. C'est lui qui va gérer son équilibre. Ici, justement, quand on supprime un appui, on provoque un petit peu une asymétrie au niveau du tronc. Et en fait, c'est le tronc qui va être, encore une fois, au centre de l'équilibre à ce moment-là dans ce type d'exercice. Donc on essaie également de favoriser les exercices où on est en chaîne fermée, donc où il y a les 4 appuis. Parce que pendant la locomotion, en fait, au niveau du tronc, on est en chaîne ouverte, c'est les membres inférieurs qui sont en interaction avec le sol et le haut du corps est relativement libre. Nous, on essaye de favoriser des exercices en chaîne fermée, donc avec par exemple 4 appuis, pour qu'en fait le tronc puisse servir, si vous voulez, de lien entre les différents membres et donc soit un petit peu au centre du contrôle et de la motricité et de l'équilibre. Donc ça, c'était un petit peu le deuxième principe. Et le troisième principe, j'en ai déjà parlé, c'est sur la quantité, où on pense que l'aspect quantitatif est relativement important, ce qui nous fait ces 5 à 6 séances par semaine. On en est conscient. Après, voilà, idéalement, on est sur 40 à 45 minutes par jour. Maintenant, ça peut être, si vous voulez, un peu saupoudré sur la journée avec 10 minutes ou 15 minutes le matin, puis après le soir, un petit peu plus longtemps. Donc, il y a cet aspect-là. Après cette rééducation, en fait, le panel d'exercices est assez large et on a voulu faire quelque chose d'assez ludique, en fait, pour que l'enfant n'ait pas l'impression, en fait, d'être toujours en train de faire de la rééducation, mais plus des jeux, si vous voulez. Donc, voilà, il y a cette logique-là pour lui, que ça soit ludique, que ça soit un petit amusement et peut-être un challenge aussi. Tiens, aujourd'hui, tu as réussi tant, demain, tu vas peut-être avoir tant de points. Enfin, voilà, être un petit peu créatif pour donner l'aspect jeu et que l'enfant s'y prenne. Et derrière ça, alors on utilise beaucoup une coupole, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais l'Abdogain de Domios qui était vendu chez Decathlon, donc voilà, c'est une petite fleur comme ça, on se met dedans et du coup, voilà, c'est ça. Donc à la base, c'était fait pour travailler les abdos. Maintenant, justement, dans le cadre de la rééducation axiale accentuée, c'est tout à fait intéressant parce que ça challenge vraiment l'équilibre du tronc. Avec ça, on peut travailler justement la dissociation du bassin, des ceintures scapulaires et pelviennes. Et donc, il y a cette coupole-là qui sert énormément. Généralement, ça plaît aux enfants et quand l'enfant a peut-être un petit peu marre, un petit peu fatigué, on peut par exemple juste l'utiliser pour regarder la télé, ils se posent dessus. Naturellement, en fait, on les voit, ils se mettent à jouer avec, ils bougent un petit peu dans tous les sens parce que ça les amuse. L'exemple que je donne souvent, plus quand j'ai des garçons que des filles, mais c'est tiens, si tu joues à la console, à des jeux de voiture ou autre, tu te mets dessus et puis tu balances en même temps que tu fais ton virage. Voilà, on a essayé de rendre ça un petit peu ludique pour que ça ne soit pas insupportable justement pour l'enfant. Et d'ailleurs, j'ajouterais pour certains enfants, pour un petit peu les plus âgés, qui en avaient un petit peu marre d'avoir toujours le même schéma, en fait, ça leur a fait du bien de faire quelque chose d'un peu nouveau. Ça, c'est les retours que nous donnaient les enfants. Ils étaient contents parce que, là, ils avaient un petit peu changé leur façon de faire. Ils étaient plus sur des séances qu'ils avaient
des fois l'impression de subir. Alors, je ne jette pas la pierre au kiné quand je dis ça, attention, il faut… Voilà, c'est ça. Et dans le sens aussi où pour l'enfant, ça peut être difficile. Le kiné, bien sûr, fait ce qui est bon pour l'enfant. Attention, hein, je ne suis pas en train de… qu'on soit clair là-dessus, mais des fois, l'enfant ne comprend pas toujours bah voilà, pourquoi on fait encore la même chose, pourquoi voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup là, le fait de changer pendant 3 mois un petit peu sa façon de faire, ça, pour certains, ils étaient contents, ils étaient assez demandeurs et ils poursuivent derrière, bah voilà, ils demandaient souvent à poursuivre un petit peu ces exercices. Du coup, globalement, au niveau du contrôle du tronc déjà, effectivement, donc ce qu'on voit est sur le dispositif d'incise instable et sur le Trunk Control Measurement Scale, il y a des progrès qui sont significatifs. Donc on a une amélioration du contrôle du tronc. Donc le contrôle postural, vraiment en situation statique, dynamique, parce qu'il y a quand même les oscillations sur l'assise instable, on voit qu'il est amélioré. Donc en fait, les enfants, ils arrivent mieux à contrôler leur équilibre au niveau du tronc. Sur le Trunk Control Measurement Scale, c'est pareil, on a une augmentation. Et le plus en fait de cet outil-là, c'est qu'il donne aussi un indice, si vous voulez, sur les capacités fonctionnelles, les capacités de sollicitation en fait du tronc et des différentes parties du tronc, avec justement tout ce qui concerne la dissociation. Donc par exemple, dissocier les ceintures scapulaires et pelviennes, où les enfants en fait ils travaillent un petit peu moins en bloc. Tout à l'heure, je parlais un petit peu des stratégies de contrôle en bloc au cours de la marche, par exemple. On voit qu'au niveau du tronc, ils arrivent à avoir des stratégies un peu plus articulées où en fait, ils vont réussir à dissocier le bassin des épaules, le côté gauche du côté droit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la marche également, on voit globalement des progrès avec un freinage qui a diminué. Alors pour le moment, c'est pas… Alors, voilà, le freinage diminue, c'est une chose. Après, il faut que ça ait une valeur, entre guillemets, il faut qu'on le prouve statistiquement, il faut que ça soit significatif. Ça ne l'est pas encore. Ça, on l'explique par plusieurs facteurs. Déjà, on n'a quand même pas beaucoup d'enfants pour le moment qui ont terminé l'étude, donc il nous faudrait un peu plus d'enfants pour pouvoir confirmer ça. Et également, donc, je vous en parlais tout à l'heure, hein, on a quelques difficultés de recrutement parce qu'on est sur un protocole qui est quand même assez long, qui demande beaucoup aux parents hein, d'organiser. Voilà, forcément, ça change complètement la façon de fonctionner pendant 3 mois avec la rééducation axiale accentuée. Et du coup, on a eu des enfants qui, en termes de critères d'inclusion, étaient peut-être un petit peu limites, notamment au niveau en fait, de la souplesse, si vous voulez, avec la dorsiflexion. Enfin, ils étaient quand même déjà un petit peu rétractés, ce qui fait qu'au niveau du freinage, il n'y a pas eu une amélioration qui était très marquante. Mais globalement, on a quand même un schéma de marche qui est plus fluide, qui est meilleur. Il marche aussi un petit peu plus vite, ce qui peut expliquer parce qu'en fait, le freinage, on le mesure grâce à la puissance en fait au cours du cycle de marche, et la puissance elle est directement dépendante de la vitesse. Donc quand vous marchez plus vite, vous avez des puissances qui sont plus importantes. Donc ça peut aussi expliquer que pour certains le freinage n'est pas tellement diminué, dans le sens où ils cherchent moins à se freiner, mais comme ils marchent plus vite, en gros voilà, c'est ça. Et globalement, alors il y a le côté mesure, où là on voit qu'il y a eu du progrès, donc ça c'est bien. Maintenant ça se traduit comment dans la vie de tous les jours pour ces enfants-là, parce que c'est quand même ce qui est important. C'est des enfants du coup qui ont un peu plus confiance en eux justement sur leur motricité, sur leur équilibre, qui vont un petit peu plus justement, qui vont un peu plus bouger. Je prends l'exemple là d'un patient qui est revenu il n'y a pas longtemps, où la maman nous expliquait que là, donc sur la fin de la rééducation axiale accentuée, il en faisait un tout petit peu moins qu'avant. Bon alors eux ils faisaient tous les jours, parce que du coup ils voulaient plus souvent sortir, aller jouer, faire du foot avec les copains, tout ça. Donc en fait, il arrivait un petit peu, si vous voulez, à transférer ses acquis sur la posture, sur l'équilibre du tronc, vers d'autres activités. Pareil, on a eu une patiente qui, au début de l'étude, avait besoin d'un siège ergonomique, hein, parce qu'elle ne pouvait pas se tenir correctement sur son siège, elle avait tendance à glisser, à tomber. Et c'est vrai qu'à la fin de l'étude, donc les parents étaient quand même assez contents, parce que la commande de ce siège a été annulée, parce qu'au final, la petite arrivait à se tenir très bien toute seule. Voilà. Donc, dans les activités quotidiennes, il y a vraiment un impact aussi. Les parents nous disent, voilà, il se sent mieux, il tombe moins. Donc ça, c'est quand même super important. Il a plus confiance en lui sur pas mal d'activités. Il marche plus vite, il est plus mobile. Donc voilà, en gros, sur des choses qu'on ne peut pas vraiment mesurer, mais qui sont là visibles pour les parents, on a aussi ces améliorations-là. En fait, c'est vraiment que ces progrès-là, ils se transfèrent sur les activités de la vie quotidienne. Principalement la marche, de pouvoir se tenir debout correctement avec une asymétrie d'appui. Voilà, pareil, on a une patiente là, c'était bien marquant chez elle, avec une asymétrie d'appui en posture debout qui a diminué. Donc elle arrivait à répartir son poids vraiment sur ses deux membres inférieurs. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà, il y a un meilleur équilibre global en fait grâce à ce protocole.
Ça, nous, on donne en gros les grandes lignes. Donc, quand on recrute un patient, on contacte le kiné, s'il est d'accord déjà, puis ensuite, on présente un petit peu les principes de cette rééducation axiale accentuée. Donc, en fait, en donnant le fil rouge, en donnant des exercices, mais comme je vous le disais, après, les kinés, c'est eux qui gèrent la rééducation du patient parce qu'ils connaissent le patient mieux que nous. Et en plus de ça, ils arrivent souvent à agrémenter la rééducation en fait, avec d'autres exercices. Donc, derrière ça, donc, premièrement, c'est kiné. Alors là, ce n'est pas encore fait parce qu'on attend vraiment d'avoir des résultats plus complets, plus globaux. Mais déjà, les kinés qui ont participé à l'étude, donc on a une dizaine de kinés, on va bien sûr leur transférer aussi derrière ça tous les résultats et débriefer tout ça avec eux, et sur l'étude globale, mais aussi sur le patient dont ils se sont occupés pour qu'ensuite ils puissent éventuellement poursuivre justement cette rééducation quand on voit qu'elle a un effet bénéfique. Bon, il y a des kinés qui le font déjà parce qu'ils ont vu que ça avait bien marché. Donc ça, c'est une première chose, entre guillemets, en interne dans l'étude. Voilà, il y a cette logique-là en se disant qu'avec le bouche à oreille, les kinés, voilà, en communiquant aussi dans leur cabinet et autres, on arrivera peut-être voilà, à communiquer vraiment bien ces résultats de cette façon-là. L'autre façon, donc comme on est dans le cadre de la recherche, on a aussi tout ce qui est, donc on doit produire un petit peu des résultats, donc des publications scientifiques et également des communications en congrès. Et donc ces congrès-là, ce n'est pas des congrès réservés uniquement à des chercheurs qui sont tout le temps dans leur laboratoire, hein. C'est des congrès qui accueillent des thérapeutes, donc des médecins, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des podologues et autres, enfin voilà, tout le cadre, voilà, tous des thérapeutes. Et du coup, au cours de ces congrès, justement, on communique ces résultats et cette étude, ce qui permet de toucher déjà un public assez important, parce qu'après, nous, on le fait, donc les autres le font forcément. Quand on voit quelque chose qui nous intéresse en congrès, qui a l'air de fonctionner, on le ramène un petit peu dans notre équipe derrière, on en discute, et ça permet aussi, voilà, la communication scientifique permet vraiment de communiquer les résultats. Derrière ça, le dernier vecteur, ça sera justement les associations, les fondations avec lesquelles on travaille. Donc, bien sûr, la fondation motrice qui finance l'étude. Donc le retour global de l'étude, après, on pourra voir avec la fondation motrice et profiter de son réseau justement pour communiquer les résultats de l'étude et la rééducation axiale accentuée. L'association Voluda, bien sûr, qui maintenant nous soutient également et qu'on remercie. Le réseau Raphaël. Tous ces réseaux-là peuvent être aussi des vecteurs de communication sur les résultats et donc du coup sur l'intérêt de la rééducation axiale accentuée. Et également aussi, il ne faut pas que je les oublie, la Fondation de l'Avenir, autres fondations qui financent le projet. Donc voilà, avec les fondations, les associations qui sont reliées au projet, je pense qu'on pense pouvoir aussi globalement communiquer sur cette étude et sur l'intérêt de la rééducation. Alors la deuxième étape, ça va être d'une partie bien sûr de communiquer au maximum, bon, ça on en a déjà parlé. La deuxième étape, ça serait de voir chez les enfants un petit peu plus petits comment on pourra adapter tout ça et au niveau des mesures et au niveau de la rééducation pour éventuellement commencer ça chez des tout petits pour que ça soit pris de manière voilà, de manière précoce. Entre guillemets, alors là je reviens un petit peu sur le début et la théorie sur l'étude, mais si vous voulez, donc je parlais les troubles du tronc qui provoquent une adaptation, donc qui se manifeste par le freinage. Et donc l'enfant, en gros, il a ses troubles, mais il arrive à marcher parce qu'il développe une compensation. Donc il y a un effet un petit peu un cercle vicieux parce que comme il arrive à marcher, d'une part, il ne cherchera pas naturellement à compenser ses troubles, à régler ses troubles de la posture puisque de toute façon il arrive à marcher. Et comme ces troubles-là ne sont pas réglés et vont peut-être même empirer, on renforce l'adaptation, donc on renforce le freinage, on renforce la pose du pied à plat, on est sur un cercle vicieux. Et donc on est sur un schéma moteur qui se construit, et puis quand l'enfant il arrive à une dizaine d'années, les schémas moteurs, ils sont, les chemins au niveau de votre système nerveux, ils sont bien solides, ils sont bien présents, et du coup les défaire, c'est compliqué. Donc le but pour la suite, justement, ça serait d'aller chez des enfants plus petits pour plus rapidement casser ces schémas-là et plus rapidement faire en sorte que l'enfant ait un meilleur contrôle du tronc et puisse très rapidement corriger ça